Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'anglais en contexte professionnel, c'est souvent très important pour faire rebondir sa carrière, relancer sa carrière. On en parle avec Charlie Gaillard, le fondateur et CEO de Bigger. Il est notre invité. Smart Philo, après le management de transition, on en a beaucoup parlé, on parlera avec Jean Mathie du philosophe de transition. C'est un nouveau métier. Jean Mathie à la tête de Noéthique Biz. Le cercle RH, l'orthographe et les fautes qui vont avec, on va en parler. Est-il l'enfant pauvre du recrutement? Les DRH, comme quelques années auparavant d'ailleurs les professeurs, ont-ils abandonné la bataille des fautes d'orthographe? Ça, c'est un sujet important, c'est un sujet sensible dans l'entreprise, parfois rédhibitoire. On fera le point avec nos invités. Puis dans Fenêtre pour l'emploi, la France et ses écoles de formation du numérique sont-elles de bons élèves dans le monde? On en parlera avec Virginie Novet, directrice des relations entreprises de l'école 42. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on parle de l'anglais. On en a déjà parlé de l'anglais et des langues étrangères, mais de l'anglais en particulier, comme un élément crucial lorsqu'on veut être un cadre supérieur qui réussit. Et on en parle avec Charlie Gaillard. Bonjour Charlie. Bonjour. Ravi de vous revoir. Vous êtes déjà venu sur notre plateau il y a quelques semaines pour un débat. Fondateur CEO de Bigger. Exactement. Quelques mots sur Bigger, c'est quoi? Vous n'êtes pas une agence de recrutement, mais vous faites de la chasse d'indépendants vers des entreprises qui les recherchent. Alors c'est ça, c'est un service de mise en relation entre des entreprises et des talents, que ce soit des salariés, donc là effectivement on travaille comme un cabinet de recrutement traditionnel, ou des talents indépendants, donc effectivement des freelances. Alors, arrivons au sujet de notre échange. Vous avez parfois des entreprises qui recherchent le mouton à 5 pattes, mais en général, dans les critères, c'est à minima de maîtriser l'anglais. Ça, c'est rédhibitoire. Effectivement, ça devient un prérequis pour de nombreux emplois, et notamment dans le secteur des services. Donc en fait, il y a plusieurs caractéristiques qu'on retrouve dans les entreprises qui cherchent vraiment des talents qui sont anglophones. La première, ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise. Donc ce qu'on appelle les startups sont assez friands effectivement de talents anglophones. On a également la couverture géographique, bien sûr. Donc là aussi, on a des grands groupes qui travaillent, y compris francophones, à l'étranger. Donc je pense par exemple à Hermès. Et puis on a bien sûr la culture d'entreprise. Et donc ça, c'est vrai que c'est 3 éléments qu'on retrouve qui peuvent avoir une influence directe sur la nécessité ou non d'être anglophone dans leur recherche. Alors Charlie, il faut préciser qu'il y a certaines entreprises, en France, même françaises, où on ne parle qu'anglais à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que par la culture de l'entreprise, par le caractère international, ça veut dire qu'automatiquement, si on n'a pas cette langue dans sa besace, on n'a aucune chance d'accéder à ce type de poste. On est bien d'accord? Tout à fait, et ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'il y a certaines fiches de poste qui sont rédigées en anglais et qui sont publiées en anglais. Moi, les choses sont claires. Donc, effectivement, c'est un prérequis. Il faut, pour comprendre le périmètre du poste, être anglophone. Et c'est vrai que ça crée aussi une barrière à l'entrée pour certains types de talents qui ont potentiellement beaucoup de choses à offrir à ces entreprises-là, mais pour lesquels ce sera un vrai frein s'ils n'arrivent pas à effectivement avancer sur ce point-là. Vous réussissez à convaincre des clients ou sur ce sujet-là, vous abdiquez? C'est-à-dire quand votre client vous dit c'est l'anglais obligatoire, mais vous lui dites attention, là on a le cadre. Non, il n'y a pas possibilité de négocier, c'est non négociable cette question de l'anglais. Alors le marché en ce moment est très pénurique, donc ça nous aide effectivement parfois à convaincre que ce critère peut être optionnel ou en tout cas pas de première importance par rapport à d'autres critères. Mais malgré tout, comme vous le dites, c'est assez compliqué parce que quand ça fait partie de la culture d'entreprise, finalement, de ne pas parler anglais, c'est aussi se mettre au banc du reste de la société. Moi, ce que je constate aussi, c'est qu'avec le Covid, de plus en plus, on fait des réunions en visio, on a généralisé le télétravail, et donc en fait, c'est assez facile d'intégrer dans ces réunions-là des collaborateurs qui potentiellement sont à l'étranger, ce qu'on ne faisait pas avant. Et donc, ça rend aussi beaucoup plus difficile l'intégration de collaborateurs qui ne parlent que français et qui vont avoir du coup une vraie difficulté à s'intégrer dans la réunion. Non, ma question était double, c'est-à-dire à la fois l'impossibilité d'entrer dans un poste intéressant parce qu'on ne maîtrise pas l'anglais, mais est-ce que l'entreprise de son côté ne peut pas dire on fait l'effort de le prendre, mais par contre il est dans l'obligation contractuellement, j'allais dire, de s'engager 6 mois à suivre sur ses temps libres, 2 heures par jour, des cours d'anglais. Enfin, est-ce que ça se négocie ça en ce moment? Alors la formation, oui bien sûr, c'est un vrai sujet et les entreprises sont prêtes à accompagner les talents quand elles jugent qu'effectivement ils ont tous les critères et qu'il manque simplement l'anglais.
elles peuvent les accompagner. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, que ce soit d'ailleurs des dispositifs de l'entreprise ou externes à l'entreprise. On peut penser par exemple au compte personnel de formation, on peut penser au crédit d'impôt pour les salariés à domicile. Beaucoup utilisé pour la langue, le CPF. Tout à fait, exactement. Parfois on a peu sur son compte, mais c'est souvent qui permet de déclencher une formation en anglais par exemple. Et d'ailleurs, même quand des salariés souhaitent évoluer dans leurs compétences ou peut-être même quitter l'entreprise. Donc le conseil que vous nous donnez, parce que c'est vrai que vous avez une vue aussi sur le marché, sur ce que recherchent les entreprises et le niveau de ceux qui se présentent chez vous, chez Bigger, il faut quoi? Il faut se former quand même, il faut ne pas hésiter lorsqu'on décide de bouger, de se lancer dans une formation pour être prêt. C'est un vrai sujet, donc il faut effectivement le prendre en main. Ce qu'on constate, c'est que la première difficulté, c'est de s'auto-évaluer. Comment on évalue notre niveau de langue? Donc on va sur Internet, on fait des tests. On peut essayer, effectivement. Il y a des référentiels qui existent, notamment des référentiels européens maintenant. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est que tout le monde dit anglais courant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, anglais courant? Ça, c'est déjà une première question. Et puis après, il y a aussi les attentes des entreprises. C'est-à-dire que quel est le niveau attendu par l'entreprise? On a certaines entreprises pour lesquelles il faut simplement être en capacité de comprendre des emails, de l'écrit ou pourquoi pas même une réunion. Alors que pour d'autres postes ou dans d'autres entreprises... C'est de la réunion orale. Exactement. Et de la présentation. Et animer, c'est quand même un autre sujet. Il faut avoir une vraie capacité, une vraie confiance dans son niveau d'anglais pour pouvoir le faire correctement. Sur les métiers que vous rencontrez et les entreprises, je vois que l'anglais est très demandé, mais il y a d'autres langues aussi. Est-ce que, par exemple, qui est une langue qui est très pratiquée aujourd'hui aux États-Unis, est-ce que l'espagnol, par exemple, commence à faire partie des langues où on se dit on en a besoin? Oui, l'espagnol, c'est vraiment la langue qui est juste derrière l'anglais. L'allemand et l'espagnol, c'est deux langues qui sont... quand même beaucoup recherché par nos clients. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question, parce qu'on se posera la question tout à l'heure dans notre débat sur l'orthographe, la faute à qui? C'est vrai qu'on dit que la France, par rapport à certains pays du Nord, même à l'Allemagne, aux Pays-Bas, à la Suède et quelques autres, la France n'est pas un bon élève en matière d'anglais. Les Français ne sont pas si bons que cela en anglais. Ça vient de quoi? On est latin, donc on... Alors, c'est vrai qu'on voit que les pays, on va dire, du Sud ont plus de difficultés avec les langues étrangères. Et c'est vrai que pour nous, Français, c'est très difficile de se former. Après, il y a aussi le système éducatif. On commence à avoir un apprentissage de langue qui est finalement assez tardif par rapport justement, par exemple, aux pays nordiques qui commencent vraiment à la maternelle à avoir des cours en anglais. Donc il y a des choses qui ont été mises en place comme les filières européennes où on a nos cours d'histoire par exemple en anglais. Donc tout ça va dans le bon sens. Filière internationale, filière européenne. Exactement. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut le généraliser et puis donner accès aussi à ces écoles qui sont souvent très demandées, très recherchées, parfois privées. Un peu élitiste, on peut le dire. Exactement. C'est un peu le sujet. Donc sur la méthodologie, avant de nous quitter, il y a quand même un vrai sujet éducatif parce que là, j'imagine que vous récupérez ces cadres et qui vous disent ah oui, mais si je suis pas bon, c'est que j'ai pas fait assez d'oral, c'est que globalement on m'a pas poussé à être à l'oral, alors que le modèle aux États-Unis par exemple, c'est on rentre en classe et immédiatement on s'exprime à l'oral, que ce soit dans la langue du pays ou dans la langue étrangère qu'on apprend. Notre méthodologie est pas bonne. Enfin, je sais pas comment vous regardez ce sujet, mais c'est vrai. Et je pense aussi qu'on a une posture qui est très française, c'est-à-dire qu'on n'ose pas. C'est-à-dire que finalement, on le voit quand on a deux candidats, un candidat qui ose et qui peut-être n'a pas un anglais parfait, que ce soit en termes de vocabulaire, il se jette, quoi. Mais il se jette, il va progresser et il arrive à se faire comprendre. Et un candidat qui peut-être a un anglais parfait, mais qui n'ose pas finalement, qui s'est muré parce exactement, qui a cette peur, cette crainte de l'autre. D'où l'importance de faire de l'oral, quand même. Exactement. Et en fait, ça, dans les formations, et d'ailleurs c'est pour ça que je parlais aussi du crédit d'impôt pour les salariés à domicile, c'est qu'en fait, de faire venir un professeur à domicile avec le crédit d'impôt, ça peut finalement être assez rentable, entre guillemets, par rapport à un parcours académique où on va pas trop parler, être beaucoup dans la théorie. Ou même les cours en visio. Exactement. C'est-à-dire un déjeuner à distance qui permet de pouvoir discuter avec quelqu'un à l'autre bout du monde. En plus, pour certaines, c'est gratuit et on peut se former pour apprendre les mots de vocabulaire aussi communs et courants de l'entreprise. Ça, c'est quand même pas très utile. Ou avec des collègues. Oui, ou avec des collègues. Justement, des collègues à l'étranger. Dans une filiale. Exactement. Avant de nous quitter, quand même, j'en profite, vous êtes là à portée de main. Qu'est-ce que vous disent les entreprises là, dans le contexte dans lequel on est? Elles sont dans une phase de recrutement intensif. Est-ce qu'on commence à vivre les effets de la guerre en Ukraine? Est-ce qu'il y a comme ça une inquiétude qui est un peu mêlée à un Covid, élection présidentielle, crise en Ukraine? Qu'est-ce que vous disent vos clients? Ce qu'on constate, c'est que les délais de prise de décision s'allongent. Ce qui n'est pas très compatible, donc côté entreprise, ce qui n'est pas très compatible avec un marché qui est déjà pénurique. Donc le marché est déjà un petit peu bloqué par finalement une demande qui est supérieure à l'offre. Et on est un peu attentiste. Exactement, il y a un peu un attentisme qui se met en place. Et donc ça continue d'enkyloser justement un petit peu ce marché de l'emploi. Donc c'est vrai on attend un petit peu de voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Mais voilà. Et l'anglais d'ailleurs sur ce sujet-là est aussi un vrai sujet parce que dans un marché qui est plus globalisé, les entreprises face à une pénurie de talents peuvent aller adresser d'autres marchés,
comme les talents il peut y avoir une fuite de talents. Oui, parce que ça fait 2 fois que vous nous le dites, et je trouve que ce point est intéressant, c'est que dans la manière de recruter, maintenant, grâce à l'idée qu'on peut travailler très loin et être toujours intégré dans une entreprise, rien n'empêche l'entreprise d'aller chercher des Suédois, des gens des Pays-Bas qui savent commercer, savent parler anglais. Après tout, ça ouvre les champs. Et inversement, le candidat peut aussi travailler en Allemagne ou peut travailler en Amérique du Sud. Donc ça crée des opportunités, mais aussi une concurrence. En tout cas, là, vous ressentez une certaine fébrilité des recruteurs qui attendent de voir la rentrée, si j'ai bien compris. C'est ça, on est sur le tempo de la rentrée de septembre, là. C'est ça, donc je pense qu'on va avoir un été qui, à l'inverse, va être assez chargé, justement pour préparer cette rentrée, puisqu'on ne peut pas arrêter tous les projets dans les entreprises. Évidemment. Merci d'être venu nous rendre visite, Charlie Gaillard, fondateur CEO de Bigger, qui est un acteur de mise en relation entre consultants indépendants et grands comptes. Tiens, d'ailleurs, il nous reste un tout petit peu de temps. Les indépendants par rapport aux salariés, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une poussée du désir du statut d'indépendant? C'est-à-dire que beaucoup disent, mais moi, je veux bien aller bosser dans l'entreprise, mais plus comme salarié. Alors oui, ça c'est indéniable. Il y a un vrai mouvement de fond qui s'amplifie, qui a été amplifié par la crise du Covid, qui continue de s'amplifier. Et effectivement, comme le marché est justement très pénurique, des gens qui trouvent du boulot assez facilement s'ils sont qualifiés. Merci Charlie Gaillard, fondateur de Bigger. Merci de nous avoir rendu visite tout de suite. C'est Smart Philo, c'est important de faire de la philo et on en parle avec Jean Maty. Il est notre invité cette semaine. Smart Philo, comme chaque semaine, la philosophie en point de mire avec aujourd'hui Jean Maty sur notre plateau. Bonjour Jean. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous accueillir, fondateur de Noéthique Biz. C'est ça. Je voulais simplement, avant que vous nous évoquiez le sujet pour lequel vous êtes venu, vous allez nous parler de la philosophie de transition. Donc on a parlé du management de transition. Je voulais quand même faire un focus. Je suis persuadé que vous avez encadré l'article. Les Échos expliquent que les philosophes n'ont jamais eu autant d'importance dans l'entreprise. Ça a dû vous faire très plaisir. Très plaisir, d'autant qu'il y a beaucoup de collègues qui sont cités. Et effectivement, ça fait toujours plaisir que la philosophie soit mise à l'honneur. C'est très intéressant et on en parle nous chaque semaine. Merci les Échos et merci Smart Job. Surtout Smart Job. Et surtout Smart Job. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau métier que vous allez nous présenter? Parce que management de transition, ça en a beaucoup parlé. Philosophe de transition, c'est quoi exactement? Alors, cette idée de faire du philosophe de transition, ça part d'un constat hyper simple au fond. C'est de se demander quelle est la place aujourd'hui des philosophes, justement un peu à la sauce des Échos, dans les entreprises. Et on voit qu'il y a 4 grandes figures pour vraiment faire simple. Il y a la figure du philosophe coach qui plaide à la transformation des dirigeants. Il y a le philosophe communicant qui est en fait une plume, j'allais dire, de très haute qualité. Il y a encore le philosophe d'entreprise qui serait nommé pour, comment je vais vous dire Arnaud, pour contrôler si la philosophie éthique dans les entreprises est bien suivie éthiquement, j'allais dire. Et puis, en fait, ces figures-là, en fait, elles mettent de côté complètement un rôle qui pourrait être central pour le philosophe, c'est d'être véritablement un philosophe, comme vous avez dit, de transition dans les entreprises. C'est-à-dire ? Concrètement, c'est de dire que autant le management de transition, on lui confie des projets, voire des directions pour appliquer, pour faire la mission. Et transformer. Et transformer, exactement. C'est toujours une problématique de changement. Eh bien, nous, chez Noéthique Biz, qui sommes vraiment depuis 10 ans dans les problématiques de changement, l'idée, c'était de dire quoi? C'était de dire, le philosophe peut être le garant pour son client de la philosophie d'un projet, de la philosophie d'un changement, voire de la durabilité du projet en question et du discernement. Et l'esprit critique, parce que ça, que c'est important. Ouais. C'est-à-dire que c'est cette espèce de dosage entre l'arrogance et l'absence. C'est exactement ça. L'idée, c'est de dire que le philosophe, c'est une sorte de critical friend, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire, vraiment, son axe central au philosophe, c'est de dire comment je peux être un ami de critique pour les dirigeants, pour les conseils d'administration, vraiment qui joue pleinement son rôle d'esprit critique, comme vous dites Arnaud. Donc ça veut dire que, d'ailleurs c'est pas tout à fait comme ça dans la vie, enfin, le critical friends dans l'entreprise, il a presque un statut, mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Rassurez-moi. D'habitude dans la vie... Quand on est pote avec quelqu'un qui me critique toute la journée, c'est embêtant, quoi. C'est ça, ça devient un petit peu ennuyeux. Non, l'idée c'est effectivement que, peut-être qu'on sait que trop, en fait, ce que nous attendons de nos amis, mais on sait pas ce dont on a vraiment besoin. Si on regarde le concept d'amitié en fait dans la Grèce antique, vous savez bien que pour nous les philosophes c'est un peu la référence majeure. L'idée ça va être très simple, ça va être d'être un peu le Socrate pour Alcibiade, pour Ménon, pour Ion, pour tous ces gens-là de toute l'œuvre de Platon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au fond, on est plus dirigé par l'envie de faire du juste, du vrai, de l'objectif. Je suis un peu idéaliste, Arnaud. De faire vraiment de ce qui est vrai et juste pour nos clients, plutôt que d'être des flatteurs à tout va.
Quand même, revenons à votre philosophie, parce que en fait, vous nous invitez à travers votre méthode, parce que si j'entends bien, vous êtes en train de mettre en place presque une nouvelle méthodologie, une nouvelle approche de la philosophie à travers la méthodologie noétique. Mais en fait, les philosophes, leur métier dans l'entreprise, pour le moins, c'est de nous faire un pas de côté. Oui. Nous faire regarder autrement les choses. Oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'on soit vraiment des amis pour les conseils d'administration, des amis pour les dirigeants au sens noble, en leur faisant faire ce pas de côté critique, parce que depuis le début de la philosophie, depuis que la philosophie existe, et tout le monde sait qu'elle existe depuis un petit peu avant Jean-Claude Van Damme, depuis qu'elle existe, eh bien, elle a toujours été militante, Arnaud. Elle a toujours été... Alors, quand elle est née, c'est-à-dire à peu près entre le 7e siècle et le 5e siècle avant Jésus-Christ, pour être précis pour une fois, eh bien, en fait, la philosophie, elle naît à un moment donné où les fake news prennent complètement la domination de la cité. Socrate, il se bat contre un mauvais usage de l'écriture qui a donné lieu, on dirait aujourd'hui, aux fake news. C'est-à-dire que depuis le début, elle est militante. Et aujourd'hui, notre devoir de philosophe, c'est de mettre nos compétences au service du discernement. Arnaud, on n'a jamais été devant autant d'infobésité, devant autant de complexité. Vous savez bien que, évidemment, c'est la guerre en plus de ça, vraiment à côté de chez nous. 2500 km de Paris. 2500 km à peine de Paris. Donc en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de clarifier sa pensée. Vous savez, il y a un grand philosophe, Ludwig Wittgenstein, c'est un peu dur à dire. Mais vous l'avez bien dit. Merci. Wittgenstein qui disait en fait, la philosophie, c'est l'art de nous défaire de nos crampes mentales, c'est l'art de discerner, en fait, c'est de clarifier la pensée. Notre devoir, c'est ça, Arnaud. Alors, Jean-Mathie, concrètement, ça s'incarne comment tout ça? Parce que le chef d'entreprise, donc votre client, de fait, va vous dire, moi j'ai bien compris ce que vous me dites, mais comment ça marche? Comment ça va marcher? En fait, ça marche avec beaucoup de méthodos, avec beaucoup de méthodes qu'on a peaufinées dans le temps. Au bout de 10 ans d'accompagnement, j'avais envie de dire les mains dans le cambouis chez nos clients dans l'accompagnement au changement. On est en train de maturer tout ça avec l'IAE de Lille, avec un maître de conf qui s'appelle Jonathan Sambugaro, que j'embrasse. Je suis comme ça, moi j'embrasse les gens. Merci Jonathan. En fait, avec lui, on conceptualise un nouveau métier. Vous savez, Arnaud, on fait beaucoup de pubs sur les nouveaux métiers, en veux-tu, en voilà. Là, il y a un vrai métier. C'est quoi? C'est l'ingénierie philosophique. L'ingénierie philosophique, c'est quoi? C'est être capable, avec l'histoire des idées, l'histoire de la philo, de construire justement, Arnaud, pour vous répondre directement, des méthodes ajustées pour discerner dans la complexité. Donc ça veut dire que c'est une méthode, j'allais dire, clé en main, pour pas dire prêt à penser, pour les managers, pour les décideurs. Ça se destine à qui? Ça part de tout en haut? Comment ça marche? Ça part de tout en haut, Arnaud. Effectivement, il faut qu'on ait la délégation, la mission de délégation par un conseil d'administration ou par la direction générale, le comité de direction, ça va aussi très bien. C'est déjà ce qu'on a fait. Et concrètement, alors, ils nous livrent leur projet de transformation, leur projet de changement, et on devient, pour un temps donné, un peu comme le management de transition, et on le fait d'ailleurs côte à côte avec Cara, notre partenaire de management de transition, lui aussi, de nombreuses années. Travailler vraiment en synergie avec eux. Ah oui, c'est très important qu'on travaille avec des pros de la conduite du changement, des pros du management de transition, qui sont Cara. D'ailleurs, je les embrasse aussi. Je suis comme ça, Arnaud, aujourd'hui. Oui, vous embrassez beaucoup, vous êtes très généreux en bisous. Donc, vous récupérez en fait d'abord un diagnostic extrêmement précis de savoir où l'entreprise veut aller. Exactement. Et en parallèle et implémenté avec le management de transition, vous allez apporter des réponses, des solutions. Est-ce que vous allez faire des conférences par service? Comment on fait là? Comment on fait concrètement? Eh bien, on fait des choses qui font un peu peur au début et qui rassurent beaucoup ensuite. C'est-à-dire concrètement, on fait du rapport d'étonnement, Arnaud. En fait, nous, on est rivés, on est des obsédés de dire si on était plus amoureux de nos questions, on prendrait de meilleures décisions. Donc en fait, le sujet, c'est que pour les philosophes, ce qu'ils savent faire s'ils font bien leur boulot, c'est qu'ils offrent du questionnement à 360 degrés, j'ai envie de dire, Arnaud, du questionnement à 360 degrés pour pallier au biais travail, cognitif. on est autour d'une table, on se parle entre nous, tout à fait. Et vos équipes pilotent, organisent, écoutent. C'est ça l'idée. Hein. C'est ça. On accouche de son âme professionnelle. Exactement, on accouche du sens véridique du projet qu'on veut mener. On le rend réellement durable et on fait le tour de nos biais cognitifs. C'est un thème que j'aime beaucoup aussi, parce qu'on travaille aussi avec des experts des biais cognitifs. On fait le tour de nos biais cognitifs pour vraiment se poser les bonnes questions qui nous amènent aux bonnes décisions opérationnelles. Sans faire de benchmark, c'est compliqué parce que la philosophie, c'est quelque chose comme ça d'assez large. Qu'est-ce que vous apportez de plus que ne font pas les autres ou que vous ne faisiez pas avant? Ce que ne font pas assez les autres à notre goût à nous, c'est que nous apportons la philosophie à son degré le plus haut de complexité, de technicité, j'ai envie de dire, mais le plus abordablement possible. C'est-à-dire
On a fait le deuil d'une philosophie qui serait éthérée, qui serait la philo pour la philo, le plaisir de se faire de la philo. Ouais, c'est quelque chose un peu au doigt mouillé. Ouais, c'est ça. c'est Sauf ça. que là, vous nous dites qu'il y a une méthodo presque scientifique, Oui. cadrée scientifiquement. Exactement. La finalité, quand vous vendez ce concept, parce qu'il faut quand même l'expliquer, ça demande, j'imagine, un peu de temps, c'est pour arriver à quoi, en fait? C'est pour arriver à deux choses très précises. C'est pour arriver à prendre des décisions durables, véritablement, pour l'entreprise et pour son environnement. Et deuxièmement, c'est pour arriver à un maximum d'engagement dans le changement, un maximum d'appropriation par l'ensemble du staff de direction et ensuite par les opérationnels, j'ai envie de dire, des changements qui sont visés, en fait. C'est ça, la double... Vous double travaillez double de concert lorsque vous faites des restitutions avec le management de transition. J'imagine que oui. Oui, tout à Les fait. choses s'emboîtent. Là, l'idée, c'est effectivement de faire son Tetris de très haut niveau pour qualifier les questions de très haut niveau. Donc, on travaille avec 2 entreprises pour faire ça. On travaille avec Cara, qui est un spécialiste du management de transition. Et puis, on travaille aussi avec New Brain Consulting, qui est un spécialiste des biais cognitifs. Donc là, vraiment, on fait du sur-mesure pour apporter tout ce qu'on peut pour mieux discerner dans la complexité, créer de la durabilité et créer de l'engagement. Merci Jean-Mathie, fondateur de Noéthique Biz, avec la création à l'intérieur donc de Noéthique, de ce nouveau métier que vous êtes venu nous développer. Il y a déjà des clients qui adhèrent? Oui, tout à fait. On a trois clients déjà qui ont fait, j'allais dire, les frais de notre accompagnement et qui sont ravis et qui vont bientôt témoigner. On est en train de travailler ça. Les frais, ce n'est qu'une expression. Ce n'est qu'une expression. Évidemment. Merci Jean, c'est un vrai plaisir de vous entendre parler de ce nouveau métier de transition philosophique ou de philosophie de transition. J'ai envie de dire, ça marche presque dans les deux sens. Exact, c'est vrai. À très très bientôt et bon vent pour ce nouveau métier. On fait une courte pause, on s'intéresse à un sujet qui va passionner le philosophe, l'orthographe. Bah oui, l'orthographe, c'est la façon dont on met des mots sur une feuille ou sur un écran d'ordinateur avec les fautes d'orthographe qui vont avec, qui peuvent heurter, qui peuvent choquer, qui peuvent surprendre. Le niveau en grammaire et en orthographe a baissé depuis près de 20 ans. C'est vrai que ça peut heurter des recruteurs, ça peut être d'ailleurs rédhibitoire pour certains recruteurs, compliqué quand on est dans l'entreprise, mais aussi, et on en parlera, discriminant pour certains talents qui ont d'autres qualités que celles de ne pas faire de fautes d'orthographe et qui parfois peuvent se retrouver sur le bord du chemin. On va essayer d'y voir un peu plus clair sur cette bataille de l'orthographe. Ça sera le thème de notre débat du Cercle RH juste après cette pause. Le Cercle RH, notre débat, on parle aujourd'hui de l'orthographe. Oui, vous m'avez bien entendu, parce que pour les DRH, quand ils reçoivent une candidature, ben évidemment, il y a les diplômes, il y a plein de choses, mais il y a bien sûr l'orthographe, les fautes d'orthographe parfois un peu honteuses, alors des oublis parfois de très grosses fautes d'orthographe, les ENT, les S, les circonflexes, enfin j'en passe, et des meilleurs. Ça agace les recruteurs. Mais en même temps, c'est vrai que il y a un débat de discrimination parce que parfois on a raté ses études, on a aussi des qualités pour accéder à des emplois, manuels ou pas d'ailleurs, et on est bloqué par l'orthographe. C'est un véritable handicap. Que se passe-t-il en France? On en parle avec mes invités. Nicole Degbaud, merci d'être là avec votre sourire. Vous êtes la fondatrice de la Cabrique. Tout à fait. Bonjour madame, monsieur. Monsieur, absolument, vous êtes très gentille. Ça commence très très bien ce débat. Je pense qu'on va passer un moment... Une amoureuse des mots. Une amoureuse des mots. Non mais voilà ce que ça fait quand on reçoit bonjour madame au lieu de bonjour monsieur. Bonjour madame, bonjour monsieur. La jungle de l'emploi de A à Z, chère madame Degbaud, à la Cabrique édition. Et puis on parlera aussi de vos engagements pour la langue, pour l'orthographe. Pour l'éducation. L'éducation d'une manière générale et plus globale. Avec moi Thierry Bismuth qui vient régulièrement chaque mardi, fondateur réseau Odyssée RH. On essaiera de savoir sur quelle ligne vous êtes parce qu'il y a le pragmatisme mais aussi la rigueur de l'orthographe. Et puis nous sommes avec une autre invitée, elle est avec nous en visio, Anne-Marie Guignard. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Oui, bonjour à vous trois. Ravi d'être avec vous. On regrette que vous ne soyez pas physiquement avec nous, mais je vais vous présenter AMG Formation avec un MES, évidemment comme Anne-Marie Guignard, et puis beaucoup de livres, j'en cite 2, La revanche des têtes à trous, comment tout apprendre à tout âge, et la méthode pour améliorer sa mémoire de 7 à 90 ans, c'est chez Point. Et puis coaching orthographique, les 9 défis pour écrire sans faute. Alors là, c'est vraiment des pensums pour accompagner et aider des moins jeunes, hein, certains qui se disent à 30 ans, je me prends des portes dans la figure et il faut vraiment que je me transforme. Merci à vous. D'abord, juste quelques chiffres, quelques idées. On voit que depuis une quinzaine d'années, le niveau de grammaire et d'orthographe a baissé, c'est-à-dire qu'il est concomitant
aux études PISA, pour le dire simplement, où on voit qu'en maths, en français et dans d'autres matières d'ailleurs, le niveau a baissé. Comment vous l'expliquez, cette baisse de niveau et comment vous la regardez? Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Je pense qu'il y a un sujet d'illettrisme. Directement? Oui, il y a 2,5 millions d'illettrés en France, il faut se le dire. Illettrés qui ne savent pas lire ou pas déchiffrer? Oui, d'illettrés, voilà. Donc problème pour la lecture, problème pour les calculs, voilà. Donc on a 2,5 millions d'illettrés. Ensuite, dans le cadre du projet Voltaire, j'ai lu qu'il y avait 59,6% des plus de 25 ans qui maîtrisent les règles d'orthographe. Donc près de 50% finalement, près de 40% ne maîtrisent pas les règles d'orthographe. Ensuite, il semblerait que plus on passe du temps sur les écrans et plus la concentration, la vigilance baisse. C'est ce qu'on dit. Voilà, donc ça veut dire que si jamais vous venez de passer 3 heures sur vos écrans et que vous vous mettez à écrire une lettre, il est probable que des fautes vont passer à la trappe, comme on dit. Et puis si jamais vous utilisez votre iPad, par exemple, et que vous corrigez vos fautes sur votre iPad, il est probable également que vous laissiez un certain nombre de fautes traîner parce que ça n'active pas un papier et une lecture via l'iPad ne déclenche pas la même zone du cerveau. C'est pas de notre faute, c'est de la faute du numérique. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre iPad pour faire vos corrections. Et puis, il y a aussi le réflexe de se relire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ne se relisent pas. Et c'est vrai qu'avec les correcteurs automatiques, il y a beaucoup de fautes qui se créent, même à notre insu. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, même en changeant les prénoms. Juste le projet Voltaire dont vous parliez, avec un baromètre qui date de 2015, certes, mais les Français maîtrisaient 51% des règles grammaticales et lexicales en 2010, contre 45% en 2015, et ça baisse consécutivement jusqu'en 2020. Thierry Bismuth, et puis on donnera la parole ensuite à Anne-Marie Guignard. Sur quelle ligne vous êtes? Parce que vous envoyez des candidats, vous envoyez des mails, vous envoyez des fautes. Ça vous arrache les yeux ou vous avez réussi à surmonter cela? Alors, il y a deux sujets. Le premier, c'est de savoir à quoi on attribue cette baisse. Et je vous rejoins sur, probablement, c'est un des sujets sur lesquels on va se rejoindre sur toutes les raisons que vous avez évoquées. J'ajoute également que quand on regarde bien les programmes des élèves aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment qu'en 10 ou 15 ans, on étudie beaucoup moins les classiques. Oui. On étudie beaucoup, indépendamment même des écrans. Et je vous rejoins là-dessus. Et le nombre d'heures de français a baissé. Le nombre d'heures de français, on étudie beaucoup moins les classiques. Donc, il y a quand même aussi, au niveau de l'enseignement, quelque chose que je ne sais pas expliquer, mais qui contribue à la baisse de ce niveau-là. Alors, en revanche, la deuxième question que vous posez, c'est comment est-ce qu'on vit ça en tant que recruteur? Je vais être honnête, le recrutement, pour moi, il y a vraiment deux marchés du recrutement. Il y a celui des grands comptes, avec des DRH, avec des structures. Ce sont les mêmes qui ont des listes de diplômes très organisées, avec les rangs 1, rang 2, rang 3, qui vont regarder la maîtrise des technologies, qui vont regarder le niveau de français. Ils sont très attachés à ça. Ils ont probablement raison. Grille de lecture qui tombe, enfin, grille méthodo, quoi. Checklist. Et puis il y a 50% de l'emploi en France qui est le fait de boîtes de moins de 50 personnes, avec des petits patrons qui sont beaucoup plus pragmatiques, qui eux n'ont pas ces grilles-là et qui ont besoin d'aller directement à l'essentiel d'un cahier des charges. Est-ce qu'il sait en restauration, en distribution, dans son site de production faire le boulot? Et je vais m'adapter à ça. Donc je crois qu'il y a vraiment deux marchés du recrutement, le marché des grands comptes et le marché des PME. Juste pour donner la parole à Anne-Marie Guignard, parce que là, on est entré dans la problématique. Il y a un sujet double qui est évoqué par Madame Degbeau. Je vous appelle Madame. Non, Nicole. Je ne sais pas vous appeler Nicole. Mais si. C'est d'un côté des illettrés, c'est-à-dire des personnes qui sont bloquées, qui ne pourront pas progresser, et de l'autre, des fautes d'orthographe. Vous êtes une spécialiste, Anne-Marie Guignard, de cette question. D'abord, sur le diagnostic, parce que les chiffres que l'on donne, il y a des sondages Ipsos, on va voir des chiffres, des sondages, le projet Voltaire. Bon, les chiffres sont terribles. Notre niveau en français a baissé, la grammaire a baissé. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il faut jeter la pierre à notre modèle éducatif, à notre système éducatif? Parce qu'on parlait de l'anglais tout à l'heure dans l'émission et on découvrait qu'on n'était pas très fort non plus en anglais. Est-ce qu'il faut repenser le modèle? Ou est-ce que, je le dis un peu abruptement pour libérer tout le monde, ou est-ce qu'on doit lâcher du lest sur l'orthographe? Surtout pas. Alors, on a un petit souci, puisqu'on vient de perdre Anne-Marie Guignard, mais on va la retrouver, c'est la magie du lest. On lâche du lest ou pas? Non. Alors, je vais la laisser entamer oui, commencer. Puis... Non, en réalité, en coulisses, nous étions en train de débattre. Voilà. Et moi, je disais qu'en réalité, l'orthographe, c'est pas juste un point d'orthographe précisément, c'est un sujet de fracture sociale. Si jamais vous ne maîtrisez pas la langue et tout ce qui va avec, vous pouvez peut-être entrer sur un certain poste, mais comment vous faites pour évoluer? Comment vous faites pour vous adresser à l'ensemble de vos collaborateurs quand à chaque fois que vous leur écrivez, c'est criblé de fautes? Voilà. Et comment est-ce que vous faites pour lutter contre l'autocensure
C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui restent des années entières dans le même poste. Moi, ça m'interpelle. C'est vrai. On en avait déjà parlé. Ouais, c'est et je vrai. ne comprends pas. Et quand on les interroge, on comprend qu'il y a la honte. Ils n'en parlent pas beaucoup. C'est ben non, moi je... Là, vous soulevez le problème de ceux qui cachent leur illettrisme Exactement. parce qu'ils ont des métiers répétitifs, Voilà. qu'il n'y a pas besoin d'écrire et qu'un jour, par hasard, là, on est vraiment dans le cas extrême. Mais excusez-moi, je reviens sur ce jeune garçon. Alors. Enfin, on a tous des ados à la maison et qui vous envoient des SMS avec globalement une faute par mot. Et on m'explique que globalement, c'est comme ça qu'on parle et puis que finalement, tout le monde fait pareil. Et qu'on est en train d'inventer une sorte de De langage ouais. qui est quand même incroyable. Alors. Sauf que comment on fait, quoi Bah, Et ça marche comme ça dans l'entreprise. D'abord, il faut se rappeler que quand nous étions jeunes les uns les autres, on n'a pas été au même âge. Justement, j'ai été un peu avant vous, mais quand on a été jeunes, nous aussi, on avait un niveau de langage qui était celui des copains et un niveau de langage qui était celui de l'école. Et donc, il ne faudrait pas aussi oublier que nous aussi, on a connu ça. Peut-être pas dans les mêmes extrêmes, mais on n'utilisait pas les mêmes vocabulaires, on n'avait pas les mêmes expressions quand on parlait entre copains. On n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas les portables. Soit, mais on avait d'autres modes de communication et finalement, on était capable d'adapter un niveau de discours. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille tout porter la culpabilité uniquement sur les modes de communication nouveaux. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur part, mais je rappelle que nous aussi, chacun à sa période, on avait des modes de communication qui étaient différents selon la personne à laquelle on s'adressait. De mon temps, on écrivait encore des lettres. Enfin, Ah, vous ne faites pas votre âge, je vous félicite. Alors, non, mais vous ne pointez pas du doigt Oui. le fait que le numérique serait fautif, puisqu'on nous dit quand même que l'abrutissement devant des écrans des enfants de 3 ans, le fait qu'il y ait moins de lecture, le fait qu'on ait accès finalement qu'à des écrans partout, Puis la ponctuation. et de moins... Franchement, Voilà, ça joue quand même, mais non? bien sûr que ça joue. Je ne suis pas On là part pour de dire loin, que là. les écrans n'ont pas d'impact. Je ne suis pas là pour dire que je ne préférerais pas que tout le monde connaisse Nietzsche. Bien entendu, tout ça. Je vais pas On jusque-là. en parlait avec le philosophe juste avant en coulisses. On est d'accord avec tout ça. Je dis juste que quand on est plus pragmatique, qu'on arrive au moment du recrutement, qui est le moment important, pour une partie significative, et moi je dirais même majoritaire des postes à pourvoir en France, un niveau de français parfait est souhaitable, mais non indispensable. Et qu'on souhaiterait tous que tout le monde parle bien, mais que et ne fasse pas de faute. Vous parliez d'orthographe, mais il y a aussi de syntaxe, de grammaire, les malgré que, les faux qu'on voit et tout ça. Donc il n'y a pas Oui, que... c'est dans la grande famille Voilà, des il fautes n'y a pas que d'orthographe. l'orthographe, mais bien sûr qu'on préférait que tout le monde maîtrise le français parfaitement. Une fois qu'on a dit ça, quand on regarde la majorité des fiches de poste, c'est-à-dire des cahiers des charges, et qu'on regarde dans les critères ce qui est souhaitable et ce qui est indispensable au succès, eh bien, dans la majorité des postes, bien sûr non cadres, mais la majorité des postes sont non cadres, il n'y a pas nécessité absolue de maîtriser parfaitement le français. Ces chiffres, c'est intéressant d'avoir comme ça un peu une vision avec ce sondage Ipsos. 82% des recruteurs sont sensibles à l'orthographe des candidats. Bon, ça donne une indication. Ensuite, ils feront leur choix en fonction de ce que vous évoquez. Et l'orthographe déterminant pour les employeurs, 86% c'est la maîtrise de la langue française et disent-ils est une compétence prioritaire. 76% de leur équipe sont confrontés à des lacunes, donc c'est vrai qu'ils sont confrontés à la réalité de cela. 77% de ces lacunes affectent la productivité et l'efficacité interne pour aller, cette fois-ci, dans votre sens. Et 92% des lacunes dégradent la réputation et l'image de l'entreprise. Là, sur ces critères de ce sondage Projet Voltaire Ipsos, Thierry Bismuth, là, on voit quand même que Je peux faire une remarque ça a un impact fort. D'un mot, et après je vous rends la parole. Je remarque que plus 70% des gens ont des lacunes dans l'entreprise. C'est donc bien qu'ils ont été embauchés malgré leurs lacunes. On est d'accord. Je on veux est donc d'accord. rappeler que bien sûr tout le monde s'en plaint, ils ont raison, bien sûr qu'on préfère, mais que ça n'est pas un frein, un élément rédhibitoire, puisque ces fameux 70% qui ont des lacunes dans l'entreprise, ils ont bien été embauchés. Non, mais où je vous rejoins, c'est qu'il peut y avoir une distorsion d'adéquation. C'est-à-dire un biais de sévérité de la part, on va dire, des RH, par exemple. Quand ce sont les RH qui recrutent pour des fonctions techniques, elles vont avoir un biais de sévérité qu'auront moins le personnel technique. Parce que le personnel technique a conscience que son besoin est technique. Alors que la RH, elle est heurtée par la faute d'orthographe. Alors, regardez, la bonne nouvelle, c'est que la magie de la technologie, puisqu'on pointait du doigt le numérique, mais grâce au numérique, on peut échanger avec Anne-Marie Guignard. Je vous salue, j'espère que vous allez bien, que vous nous entendez. Vous avez commencé à écouter ce débat, évidemment, à distance, et on est ravis de vous entendre. Vous êtes fait une spécialité de cette question de l'orthographe, plus largement d'ailleurs, pour reprendre Nicole Degbaud, du décrochage scolaire, et finalement d'une forme de discrimination qui bloquerait une partie de notre jeunesse. Mais pas que de la jeunesse. Et pas que de la jeunesse. Anne-Marie Guignard, quel est votre diagnostic sur ce sujet? Comment vous l'expliquez? Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir un grand-père qui vous dit à l'oreille: ah bah moi, du temps du certificat d'études, je faisais pas une faute d'orthographe, et j'étais pourtant ouvrier, j'étais pourtant quelqu'un de très simple, et je faisais pas de faute. Et là, on nous dit, bah, pour des postes peu qualifiés, après tout, les fautes, c'est pas grave. Alors, bon, j'espère que vous m'entendez cette fois. C'est parfait, Oui, Anne-Marie. Tout va bien. Bon. Oui, Allez-y, Anne-Marie. d'accord.
Bon, j'ai suivi de près tout ce que vous avez dit et évidemment, ça me touche à titre personnel parce que moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai fait partie de ces gens-là qui ont eu des postes, même à responsabilité. Et il y a une vingtaine d'années, la faute d'orthographe passait pas, mais pas du tout. Bon, et moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de fatalité dans la faute d'orthographe. Si on fait des erreurs, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, elle date pour tout le monde de la petite enfance, c'est-à-dire des périodes de l'apprentissage. Quelqu'un peut savoir lire très bien et pas savoir écrire. C'est pas parce qu'on sait lire que l'on sait écrire. Et moi, ça a été ma première découverte. Et puis cette grammaire imbuvable, tellement difficile, on voudrait faire de nos enfants de primaire des grammairiens, ça peut pas aller. Donc moi, j'ai simplifié la grammaire tout simplement en 3 questions. Et j'ai vu tout à l'heure que vous parliez aussi de la relecture. De fait, on est pressé, on clique sur envoyer, on a mal relu. Moi, je préconise toujours la marche arrière du point final du mail à remonter jusqu'à la majuscule du démarrage. Et là, en fait, on enlève le sens. Et en enlevant le sens, ça permet de repérer encore quelques erreurs. Bon, après, si on n'a pas les bases de grammaire, forcément, on va laisser. Mais Anne-Marie... Je suis d'accord avec les correcteurs orthographiques qui fonctionnent plus ou moins bien. Vous m'entendez, Anne-Marie ? Voilà. Oui. Oui, juste un mot, parce qu'on l'a évoqué dans les items, mais il n'était pas dans les items déterminants pour les employeurs, mais je me permettrai de vous poser la même question à vous. C'est aussi une marque de respect, l'orthographe ? Ah, j'aime pas quand on dit ça. Quelqu'un qui fait des fautes, il fait des fautes. Il est dans le respect, mais il ne sait pas faire. Donc voilà, c'est un peu comme si on vous disait demain vous êtes gaucher et puis que vous êtes droitier et qu'il faudrait tout changer en fait. Donc quand le lecteur récupère un mail avec cousu de faute d'orthographe, évidemment que la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est de dire bon, soit cette personne-là n'a vraiment pas fait attention, ça veut dire qu'elle s'en fiche un peu de m'écrire en laissant des kilos de fautes derrière elle. Soit vous allez avoir quelqu'un qui va prendre en compte ça en se disant bon, de fait, elle fait des fautes d'orthographe, mais quelle bonne commerciale. On s'en accommode. Moi, voilà. Thierry, Thierry, juste un mot quand même parce que j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit. Allez-y, rebondissez justement. Non, je voulais dire que c'est un conseil moi que je donne toujours aux recruteurs quand ils reçoivent ce type de mail-là et que justement ils disent non mais on peut pas, il y a des fautes et je leur dis toujours, vous savez, 90% des recruteurs surestiment l'importance de l'orthographe et donc discriminent ce type de candidat. C'est dommage parce qu'il y a des très bons dans votre métier qui font des fautes et donc si vous passez outre, vous allez récupérer tout un volant de très bons candidats que pour une mauvaise raison, les autres ont mis de côté. Un peu comme quand, parfois, certains recruteurs, à tort et c'est illégal et immoral, mettent de côté des trop juniors, des trop seniors ou que sais-je. Et je leur dis toujours au contraire, si vous passez par-dessus cette difficulté-là, qui a arrêté la plupart de vos concurrents en recrutement, vous récupérez des pépites à qui d'autres n'ont pas laissé leur chance. Concrètement, vous dirigez une entreprise, la Cabric, donc vous êtes en relation avec des clients, vous avez des collaborateurs, vous travaillez en équipe. Je les fais tous lire. Tous lire. Tous mes clients lisent. Ils lisent en moyenne 2 livres. Tous. Même les comités de direction. Par an, par semaine ? Dans le cadre d'une mission, ils ont tous des livres à lire. Tous. Des livres professionnels, des livres de littérature ? Ça peut être de tout. Mais donc, beaucoup de livres professionnels. Ça, c'est important pour vous d'apporter ça fait partie de l'ADN, les mots. Ça fait partie de l'ADN, c'est-à-dire que ça fait partie du processus réflexif. Et donc, quand j'ai choisi de faire ça, au départ, on me disait, mais jamais les comités de direction accepteront de lire des livres. Je dis, bah si, s'ils sont adaptés et alignés avec l'enjeu de notre mission. C'est-à-dire que le problème qu'on essaye de résoudre, ils lisent tous. Tous. Et même les plus jeunes, ils lisent tous. Et vous ramassez les copies après ou pas ? Parce que vous avez quand même un petit côté... il y a un travail derrière. Il y a un travail. Aligné avec le livre. Aligné avec le livre. Non, mais je vous pose la question parce qu'une grande partie, ça c'est un chiffre que l'on a qui est intéressant aussi, toujours dans le projet Voltaire, 70% des salariés produisent quotidiennement des écrits. Oui. Je veux dire par là que c'est un peu l'effet inversé. On a l'impression que dans nos sociétés, tout se fait à l'oral, qu'on décide de tout. En fait, non. Même la standardiste, je disais un article, est obligée de faire des comptes rendus écrits. Ce qui fait qu'en fait, même quand on maîtrise mal dans des postes peu qualifiés, dit-on, on est quand même confronté à l'écrit. C'est l'enfer. Alors moi j'ai 2 remarques là-dessus. D'abord je remarque que le projet Voltaire dont j'ai lu l'étude a interrogé des entreprises de plus de 50 personnes. Et donc attention au biais, puisqu'on interroge des boîtes de plus de 50 personnes. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Voilà, c'est important de retenir que ces chiffres-là sont liés à ce type d'entreprise. Bien sûr, bien sûr. Deuxième remarque, ces candidats qui effectivement n'ont pas les mêmes réflexes de lecture. Enfin, quand on interroge un recruteur pour lui demander est-ce que tu préférais qu'un lise français ou pas, bien sûr que tout le monde dit oui. Donc, je suis pas surpris qu'ils se sont dit que qui dirait ah bah non. Donc c'est normal. Oui, c'est vrai. En revanche, j'aimerais faire un parallèle avec d'autres critères. Quand par exemple on dit à des candidats
quand on fait des enquêtes, est-ce que la RSE de l'entreprise, c'est important pour toi? Tout le monde, 80% dit, oh, c'est très important. Bien sûr. Bon, mais dans les faits, une fois qu'ils ont fini leur sondage et qu'on regarde candidat par candidat ce qui les décide, c'est le salaire et la proximité. Il faut donc se méfier des déclarations d'intention sur des enquêtes qui sont parfois très différentes des pratiques. Et donc, dont c'est les la même- items sont très bas finalement. Voilà, c'est-à-dire que la RSE, c'est très intéressant dans un sondage, mais c'est rarement un élément de décision du candidat en vérité. Et je crains que ce soit un peu pareil pour les recruteurs vis-à-vis du français. Moi, je dirais qu'il y a une troisième voie qui devrait être pour les postes qui n'ont pas forcément besoin de l'orthographe, on les recrute, mais ensuite, on leur donne des cours. On les lègue. C'est pareil pour l'anglais d'ailleurs, hein, c'est la même chose. C'est Mais pas bon. le mais on français va- d'abord. Le français d'abord. La francophonie. Mais- non, mais- On pourrait d'ailleurs faire un lien avec la technologie. Il y a aussi une barrière à l'entrée qui est l'accès à la Pareil. technologie. Et on voit bien qu'il y a des entreprises pour lesquelles c'est très important et d'autres qui en font leur deuil, qui intègrent des gens qui ont toutes les compétences sauf celles-là et qui font progresser. Et là, elles trouvent des pépites que les autres ont mis de côté. Anne-Marie Guignard, je me tourne vers vous parce que vous avez fait un peu fendu l'armure, nous raconter que c'était aussi un peu votre histoire et qu'à travers ça, vous rendiez aussi, vous accompagnez. Les issues, les solutions, c'est quoi? Parce qu'on est quand même dans des sociétés assez paradoxales, on parle beaucoup, on s'exprime beaucoup à l'oral, mais en même temps, l'écrit est omniprésent. Comment on fait? Qu'est-ce que vous dites à ceux que vous accompagnez, que vous aidez à travers vos livres, à travers vos travaux? Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Parce que c'est aussi une question d'avoir confiance, d'oser. C'est pas simple. En fait, moi je leur dis de jamais d'arrêter d'écrire en fait. Même s'ils laissent des traces derrière eux, il faut continuer. Bon, moi j'ai créé une méthode qui s'appelle 9 défis, enfin défi 9 défis pour écrire sans faute. C'est-à-dire qu'en 14 heures, on rebalaie sans aucun terme grammatical qui pourrait venir heurter ces stagiaires en difficulté. La grammaire, elle est simple, elle tient en 3 questions. Qui est-ce qui quoi, à qui, à quoi. Il faut juste savoir où les poser et on élimine l'intégralité des fautes grammaticales. Qu'est-ce qui reste? Il reste les mots d'usage. Donc moi, je les fais travailler sur leur vocabulaire, je dirais, professionnel. Quand tu as une prothésiste dentaire ou l'école d'équitation du coin, je veux dire, c'est pas le même vocabulaire professionnel. Donc on bosse là-dessus. Moi, j'ai fait des formations avec des gardiens d'immeubles, par exemple, où en tuyau chaudière, c'était panique à bord. Et ils n'avaient pas l'outil informatique. Tiret On ou leur pas? demandait de laisser des traces papier. Donc, il faut insister sur le fait que le crayon, c'est la base. C'est-à-dire que passer par sa main fait qu'on mémorise. Mais moi, je les fais s'arrêter sur des sons. Tout ce qui finit en « et », en « i », en « u », arrêtez de mettre n'importe quoi au bout. C'est extrêmement dangereux. Un infinitif, c'est un ordre. Médicament avec un S, donner ER dans un comment on appelle ça, dans un EHPAD. Entre l'infirmière de jour et l'infirmière de nuit, quand l'infirmière de nuit a vu médicament avec un S donné ER, elle s'est dit, elle a oublié le A. Double dose et décès du patient. Donc ça fait jurisprudence du tribunal d'Épinal. Ouais, médicament Voyez, donnera, évidemment. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Mais oui, et donc, aujourd'hui, tout le monde écrit, tout le monde passe par l'écrit. Quand vous recevez, vous, un devis à la maison du plombier du coin, Et on l'évoquait. qui a 10 fautes dans son devis, On n'a pas envie de le ça enlève choisir. de la confiance, non? Moi, je Non, suis mais pas d'accord. c'est vrai, je suis partagé Moi non dans ce plus, débat. Mais je sais que, Il y a l'impact ça va client. attirer des ennuis. Moi, Mais- je me permets là-dessus de réagir. Encore une fois, on est d'accord sur 80%, mesdames. Là-dessus, il n'y a pas débat. Mais je tiens à dire que prenons l'exemple de ce plombier. Vous avez pris un cas extrême avec une photographe qui a des conséquences C'est dramatiques. intéressant, l'hôpital, quand même. hein. C'est psychologiquement très malin. Mais Ouais, si j'enlève la formule, infirmières, 90% des fautes d'orthographe ne produisent pas les effets que vous avez annoncés. Le plombier, que par ailleurs j'ai rencontré, que j'ai trouvé très compétent dans son métier de plombier, qui fait des fautes, Non, mais si je trouve ça laisse une compétent- trace, Thierry Bismuth. C'est-à-dire, on se dit, s'il est aussi peu rigoureux dans l'orthographe, Voilà. on se dit que peut-être qu'il l'est tout autant quand il va me mettre à la tuyauterie. J'en sais rien. Et surtout, il y a un biais. Il y a un Vous biais. dites, le plombier que j'ai rencontré, dont j'ai constaté qu'il était très Oui. bon. Mais celui-là, vous savez qu'il est bon. Mais quand vous ne l'avez pas rencontré, et vous sélectionnez 3 plombiers, Ah, mais- et que vous recevez 3 devis, c'est compliqué d'avoir confiance dans celui qui est bourré de fautes du début à la fin. Juste avant de nous quitter, Anne-Marie, vous n'avez pas répondu Compétence égale, on parce va qu'il y a, Ah, il y a un- bah, évidemment. Bah oui. il y a un vrai mano à mano entre Thierry Bismuth et Nicole Degbeau. Qui va pas Et- se finir avec l'émission. Non, mais c'est surtout que- qui se poursuivra après, c'est évident. Mais C'est très bien, moi j'adore. Mais, Non, mais- c'est intéressant, c'est la suite, l'après d'une émission. Mais Anne-Marie, vous avez cité des métiers, j'ai bien compris que vous accompagnez des gens. Ça génère quand même une souffrance, ceux qui viennent vous voir, j'imagine, qui appellent un peu au secours quand même. Ah oui, mais vous verriez les mails que je reçois, mais c'est à pleurer tous les matins. Moi, ma méthode, elle est éligible au CPF, et tant mieux, et merci. On est très peu maintenant sur ce territoire à pouvoir offrir l'orthographe via leur CPF, via le compte personnel de formation.
Mais c'est le mur de lamentation. Madame, sauvez-moi. C'est la fracture sociale. C'est sauvez-moi, Il y a, sauvez ma vie. Je suis prise, par exemple, en entretien d'embauche. Je fais un oral parfait, on me dit que c'est bon, et on me donne 5 lignes à écrire juste pour vérifier. Et rien que ça, je perds tous mes moyens. Enfin, voilà. La panique. D'un autre côté, si on donnait ce qu'il faut aux enfants dès le primaire, on n'en serait pas là aujourd'hui. L'enseignement du français chez nous, d'abord, c'est une langue difficile, il faut le reconnaître, mais elle est mal enseignée. Alors, ça vient pas c'est pas la faute des enseignants. C'est juste que cette grammaire, elle est très compliquée. C'est la faute à qui alors? On n'a pas besoin. Moi, je sais que je m'en fous des COD, des COI, des épithètes et des attributs. Moi, j'écris sans faute, j'en ai pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis une amoureuse des mots. Et j'avoue que moi, je suis issue de milieu modeste. Et ma maîtrise de la langue, de la syntaxe, C'est une forme aussi de la diversité m'a permis de contourner et d'envoyer du brouillard. C'est-à-dire que les gens se demandent d'où je viens. Ils ne savent pas parce que je m'exprime très bien et ils ont l'impression que je viens de leur monde alors que je viens absolument pas de leur monde. Pour moi, l'orthographe, c'est une arme de séduction massive. les codes aussi d'une société. Mais oui, moi j'ai obtenu des rendez-vous Évidemment. grâce à des lettres. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, on vous a lu, on voulait vous voir. Vous avez monté l'ascenseur social 4x4 au lieu de monter 2x2 grâce à la langue. À la langue. Thierry Bismuth, moi je ne sais pas qui aura le mot de la fin sur ce débat, parce qu'en fait, il reste... Mais il est polyphonique. partagé. Je tiens pas à avoir le mot de la fin, mais j'aimerais préciser que j'entends tout ce que vous dites, et bien entendu, moi aussi j'entends la détresse de certains qui parfois l'expriment et parfois pas. Handicap, hein. Il faut à la fois accompagner tous ceux qui en ont besoin, tous ceux qui en expriment le besoin sur l'apprentissage, et c'est très bien ces méthodes. Et même ceux qui ne l'expriment pas. Et même ceux qui en auraient besoin sans l'exprimer. Et par ailleurs, et moi mon appel il est aux recruteurs, leur faire prendre conscience que c'est aussi leur intérêt d'être beaucoup plus ouverts sur ce critère auquel ils donnent trop d'importance. Moins rigide, peut-être un peu moins rigide. Un peu moins rigide, c'est pas seulement une obligation morale, c'est leur intérêt économique d'aller chercher des compétences au-delà de cette compétence. Il nous reste trop peu de temps, j'avais encore beaucoup de questions, mais est-ce qu'il vous est arrivé, Thierry Bismuth, très concrètement de dire à un candidat, comme moi j'ai pu dire à des élèves lorsque j'étais prof, franchement, soigne ton orthographe, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'un recruteur, une entreprise peut dire c'est très bon, mais là, si l'orthographe, ça passe pas, quoi. Ça a été résumé très très bien par madame, qui a dit attention, il y a 2 types de fautes. Il y a celui qui fait de l'étourderie et celui qui n'y peut rien. Celui dont c'est de l'étourderie, on le voit bien parce que quand il fait parfois des fautes et parfois pas dans le texte, donc il n'est pas concentré. Et là, effectivement, on lui dit, et pareil, de la même manière dans l'entretien, quand il fait des fautes de syntaxe et grammaire, mais qu'on voit que sur un entretien global, il y a parfois des moments de relâchement. Donc c'était le stress. On fait le point, on dit attention, là, peut-être, tu t'es relâché un peu. En revanche, lorsqu'on voit que c'est des gens qui manifestement ne maîtrisent pas, ça sert à rien de pointer dessus. Bien sûr, on leur dit attention, la compétence est indispensable et manifestement il y a des lacunes et on le leur dit. Par contre, aller leur dire fais attention, il faudrait effectivement qu'ils passent par des programmes pour progresser. On ne va pas le faire dans le cadre d'un processus de recrutement. Donc il faut le ventiler vers Anne-Marie Guignard. En revanche, ce qu'on sait dire aux recruteurs, c'est là j'ai un très bon, ne t'arrête pas à l'expression, ne t'arrête pas à l'orthographe. En dehors de ça, il est exceptionnel. Et donc, je crois que l'effort qu'on doit faire là avec des candidats à qui ça manque un peu, il est auprès des recruteurs. Dernier mot, Nicole Degbo. Vous le dites, vous, à vos collaborateurs, lorsque des mots vous mal écrits, des fautes d'orthographe, est-ce que... Mais chez moi, il faut savoir parler. Non, mais j'entends bien. Donc, j'avais dire que vous avez une vraie Non, mais moi, je suis exigence totalement discriminante sur l'orthographe. Moi, il faut savoir lire, penser, écrire des grandes histoires. Donc, moi, mon seuil d'entrée est très élevé. Donc, si vous allez déposer un CV chez Nicole Degbo-Lacabrique, méfiez-vous, la moindre faute d'orthographe sera rédhibitoire. Pas la moindre, mais en tous les cas, il faut être amoureux de la langue. Amoureux de la langue. En tout cas, j'aime bien cette expression. L'amour de notre langue, et évidemment, il faut bien la traiter. C'est pas toujours simple, nous a expliqué Anne-Marie Guignard, que je salue et que je remercie de nous avoir parlé comme ça à cœur ouvert. AMG Formation avec un S, avec l'accompagnement dont vous nous avez parlé, et cette méthodologie, cette méthode défi 9 en 14 heures pour essayer de réduire le nombre de fautes. Merci à Thierry Bismuth pour son esprit très ouvert sur le sujet. Et compatible avec ce débat réseau Odyssée RH, Lacabrique pour Nicole Degbo et les livres La revanche des têtes à trous et coaching orthographique pour Anne-Marie Guignard. Voilà, pour être complet, c'est un débat passionnant qui n'est pas clos. On ne l'a pas clôturé, ce débat. Peut-être qu'on le reprendra, évidemment. La suite de notre programme, c'est Fenêtres sur l'emploi. On parle du bâtiment, ça tombe très bien, des entreprises françaises du numérique, celles qui codent. Évidemment, certains nous disent que ça les éloigne encore plus de la langue française. On en parle, c'est dans Fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
Fenêtre sur l'emploi, tiens, c'est intéressant parce qu'on parlait d'orthographe dans le débat. On s'intéresse là aux entreprises du numérique et à une en particulier, l'école 42. Et on va en parler avec vous, Virginie Novet, directrice des relations entreprises. Dans cette école si particulière, on parlait des fautes d'orthographe de ces jeunes qui étaient des geeks et finalement se désintéressaient de notre belle langue. On va parler de l'école 42 parce que c'est quand même l'école de Xavier Niel, c'est son concept, c'est son idée qui a commencé en France et puis là qui essaime dans le monde entier. D'abord, quelques mots et même plusieurs sur cette école que je trouve totalement incroyable, puisqu'elle sort des codes traditionnels, pas de cours magistraux, gratuite, et on apprend concrètement, et ce qui permet de récupérer des jeunes venus d'un peu partout, en fait. Des jeunes et des moins jeunes. Et des moins jeunes. Tout à fait, parce qu'on est ouvert à tous. C'est vrai. Sans condition d'âge et de diplôme. Il faut avoir 18 ans, et puis on propose une formation qui est quand même entièrement gratuite. Et ce qui permet du coup d'avoir des profils très variés, comme vous le disiez, donc avec des jeunes de partout et des moins jeunes. Et des moins jeunes. Quand même, ce qui est important quand même dans cette aventure entrepreneuriale, c'est d'abord que Xavier Niel est un entrepreneur connu, Free Iliad. Quelle a été sa philosophie? C'est de se dire, après tout, le caractère académique d'une école traditionnelle, qu'elle soit du numérique ou pas, correspond plus aujourd'hui au type de recrutement qu'on veut avoir, aller chercher le plus large possible, tous les talents possibles. C'est ça l'idée? Oui, c'est ça. C'est aussi proposer une formation différente pour s'adresser du coup à des publics aussi variés et pour répondre à un besoin de développeurs qui est, on est sur des métiers qui sont pénuriques. Archi demandé. Depuis 2013, depuis la création de l'école, même encore avant. Et aujourd'hui, du coup, en 2022, on essaye encore de répondre à ce besoin qui ne fait que croître. Ce qui est important quand même dans cette affaire, c'est que non seulement elle est en France, mais elle est en Europe et elle est dans le monde entier. C'est quoi cette stratégie d'essaimer? Alors j'ai vu là plus récemment Malaga ouvrait, mais il y a plein d'autres écoles qui ouvrent en même temps, des écoles 42. Quelle est la volonté? C'est de quoi créer aussi une French touch sur le codage dans le monde entier? Alors je dirais plutôt c'est répondre à un besoin, parce que le besoin de ces profils de développeurs, il n'est pas simplement français ou national, il est mondial. Et ces pénuries, elles causent des problèmes notamment de croissance dans toutes les entreprises. Donc voilà, c'est d'essayer de répondre à ce besoin aussi bien des entreprises, donc de croissance des entreprises, mais aussi de profils qui cherchent en fait une formation qui propose des bonnes opportunités d'emploi et des salaires attractifs. Justement, on y arrive, Virginie Novet, parce que votre métier, alors là quelque part, ça c'est très porteur. Là, vous avez de la chance parce que vous êtes en relation avec les entreprises qui recrutent. Mais en fait, elles dorment au pied des écoles, ces entreprises. Elles attendent que les étudiants sortent. Je ne suis pas loin. Oui, c'est vrai. Moi, je reçois au quotidien des demandes de la part de tout type d'entreprises, aussi bien des startups tech qui lèvent des fonds que des boîtes, j'ai envie de dire, plus traditionnelles, comme des banques, des assurances et autres. Et c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, à 42, il est difficile de répondre à toutes les demandes des entreprises. Vous dites la 42, hein? Ouais, A42. A42, hein. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas l'école 42, comme je le dis depuis le début de l'échange. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Ouais, mais vous dites, vous êtes resté dans le sigle d'A42. Ouais. Mais ce qui est intéressant, je le redis, c'est qu'il y a plein de pays qui ont déjà des écoles de tech. Qu'est-ce qui séduit les pays étrangers et les recruteurs étrangers, pas seulement ceux qui recrutent en France? C'est quoi? C'est le profil de ces étudiants? C'est la manière dont ils ont été formés? Quelque chose de plus pragmatique, plus près du terrain? Oui, c'est un peu tout ça à la fois, c'est-à-dire de répondre à une demande, comme je disais, des entreprises, mais aussi d'avoir des profils variés. Et puis, un peu à la croisée de tout ça, et d'avoir aussi, avec nos méthodes pédagogiques qui sont différentes, pouvoir s'adresser à des jeunes qui se prédestinaient déjà pas au milieu du développement globalement, et qui aujourd'hui ont des opportunités d'emploi et des salaires, comme je disais, aussi attractifs. Intéressant. Comment ça se passe, la relation que vous avez avec ces entreprises? Alors, je le disais sous forme de blague, qu'elles étaient devant l'école quasiment que le lit de camp pour chercher des étudiants, mais il y a plus de demandes que d'étudiants qui sortent. On en est où là concrètement? Alors, sur par exemple 2021, on a eu plus de 30% de demandes en plus par rapport à 2020. Non pourvues?
Et on pourvoit pas la totalité, on est loin de pourvoir la totalité des demandes de la part des entreprises. Ouais. Vous avez une vue sur les salaires, sur les débouchés, parce que à travers votre prise de parole aujourd'hui, c'est aussi donner envie ceux qui nous regardent peut-être de se diriger vers l'A42 ou l'école 42 en fonction de là où on se situe. C'est quoi les salaires, c'est quoi les évolutions de carrière? Parce que c'est vrai que c'est très attractif et bien rémunéré, je crois. Ouais. Alors à la sortie, nous, on a à peu près 40 000 euros bruts annuels en moyenne, ce qui est quand même pas mal pour des jeunes et des moins jeunes aussi. Parce qu'on il y a des reconversions, il y a des gens qui étaient en demandeur d'emploi. Exactement. Et puis, on est sur tous les métiers du développement, donc on touche très largement. Donc il y a des opportunités d'emploi qui sont très variées. Voilà. La suite de votre aventure à l'école 42, vous, dans le groupe, c'est quoi? C'est d'essaimer dans le monde entier? C'est quoi les prochains prospects? Vous avez aussi des relations avec les entreprises étrangères? Comment ça se passe? Il y a une Virginie Novet dans chaque pays où s'installe l'école, ou vous êtes vraiment en coordination mondiale? Alors, je m'occupe d'essayer de coordonner aussi un petit peu au niveau mondial, mais on a aussi des personnes qui font la même chose que moi au niveau local, parce qu'il est important aussi de faire connaître du tissu local. Et sur, du coup, notre expansion, on continue. Donc aujourd'hui, on a 42 campus dans le monde entier. Donc ça va du Brésil jusqu'au Japon. Beaucoup de campus en Europe. Et puis, on va avoir de nouvelles entrées comme 42 à Vienne, 42 à Londres et autres. Voilà. Précisons, il faut le redire, c'est important, l'école est gratuite et elle bénéficie d'un financement par quoi? Le mécénat, en tout cas en France, par les collectivités territoriales. Comment elle se finance? Alors, sur le campus de Paris, c'est financé par Xavier Niel, sur ses fonds propres. Et puis ensuite, chaque école, chaque campus partenaire a son propre modèle de financement qui peut être du mécénat d'entreprise, des collectivités, un mix des deux. Ça dépend. Un mix des deux. J'ai lu que c'est 950 000 euros le coût de fonctionnement d'une école en moyenne, c'est ça? Donc il faut réussir à trouver ce budget quand même. Ça, c'est un enjeu pour l'école qui s'installe dans un pays étranger? Oui, mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui répond véritablement à un besoin des entreprises aussi localement qui cherchent, comme je disais, à recruter. Donc les pays étrangers qui vous accueillent doivent, entre guillemets, ouvrir de grands yeux, parce qu'ils doivent se dire, mais pourquoi on ne l'a pas inventé à la place de Xavier Niel? Parce que c'est quand même un modèle très particulier, finalement. C'est ce modèle qui séduit les pays étrangers. C'est tout à fait. Et on est très fiers d'avoir eu cette idée en France, en tout cas. Rappelez-nous la date de création, 2013. 2013, oui. Là, sur Paris, comment ça se passe si on veut s'inscrire, si on veut intégrer l'école? C'est quoi Alors, il faut simplement aller sur notre site, 42.fr, et puis candidater en ligne. Voilà, moi, je conseille à tout le monde de tenter sa chance. Tenter sa chance, c'est-à-dire que c'est sélectif, quand même. Vous ne prenez pas tout le monde. Tout à fait. Donc, quels sont les critères? Elle est gratuite, donc sur quels critères vous allez sélectionner plus un étudiant qu'un autre? Alors, on a des tests. On a des tests en ligne, et puis des tests qu'on appelle la piscine, qui est notre épreuve emblématique de sélection, qui dure 4 semaines, et qui a lieu sur place. Mais vraiment, j'ajoute que c'est vraiment ouvert à tous. On a 46% de nos étudiants qui n'ont jamais fait de code avant de rentrer. Et parmi les profils que j'ai d'ailleurs rencontrés, les nouveaux que j'ai rencontrés récemment, on a des apiculteurs, des musiciens et autres. Et qui ont répondu au test positivement. Tout à fait. Donc c'est vraiment, il faut... Les idées reçues, c'est pas parce que vous êtes apiculteur. Vous êtes ébéniste, mais vous voulez faire du codage, c'est possible. Parce qu'il faut, il faut quand même répondre aux fourches codines de la piscine. Vous savez que le nom de la piscine, c'est le nom de la DGSE aussi, au passage. Et, oui. Et c'est le nom qu'on donne à la DGSE à Paris. Merci Virginie d'être venue nous rendre visite. Virginie Novet, directrice des relations entreprises, qui croule sous les demandes, avec beaucoup d'étudiants de plus en plus qui se présentent pour faire les tests de l'école 42 dans plein de pays dans le monde. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci évidemment à vous. Merci de votre fidélité, bien entendu. Merci à toute l'équipe. Merci à Ulysse pour la réalisation. Merci à Amanda pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Lily. Merci à Carla pour l'accueil invité. Et puis merci à vous qui réagissez sur les réseaux sociaux. Je serai là demain, bien entendu. Portez-vous bien. Bye bye.